Juste avant de lancer un nouvel épisode, je t'invite à aller faire un tour sur vestiaire.org/livre. La grande question à laquelle on essaie de répondre sur ce podcast, c'est comment construire une carrière de sportif de haut niveau. Devine quoi, avec Maxime Dubois-Danguin, on a fait un gros boulot pour synthétiser l'ensemble des interviews qui sont déjà diffusées sur le podcast dans les vestiaires et on a sorti ce qui j'espère sera ton prochain livre de chevet. C'est à découvrir sur vestiaire.org/livre. C'est disponible en version électronique sur notre site et puis sur Amazon si tu veux la version papier. L'avantage, au-delà d'aller chercher un max d'informations en plus de tous les épisodes que tu peux entendre, c'est de pouvoir soutenir toutes les sportives et tous les sportifs de haut niveau actifs interviewés sur ce podcast, puisque tous les bénéfices de ce livre leur seront reversés. Voilà, allez, c'est parti pour un nouvel épisode et n'oublie pas vestiaire.org/livre. À tout de suite. Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain ? Croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, je vais parler non pas avec une, mais avec deux invités, avec deux escrimeuses que j'ai eu l'occasion de rencontrer presque virtuellement lors du Palatine Women Project où j'étais invité fin février. Maintenant, ça y est, on se voit. Alors c'est toujours un peu virtuel, mais cette fois-ci, je vous vois vraiment parce que lors de l'événement, on le disait, vous avez pas pu être présente parce que vous aviez des impératifs sportifs. Bref, je suis très content d'échanger avec Jade Maréchal et Eva Lacheret. Bonjour les filles. Salut Armano. Tellement synchro. Voilà. J'adore. C'était synchro, c'était parfait. Alors les auditeurs se demandent peut-être pourquoi est-ce que j'ai deux invités. Qui est-ce qui prend la parole déjà pour juste répondre à cette petite question-là, puis après je vous laisserai vous présenter. Alors aujourd'hui tu as deux invités parce que donc on est coéquipières en équipe de France d'escrime. Depuis quelques années maintenant et en plus de ça on a un projet entrepreneurial en commun, on est associés donc on est souvent ensemble en ce moment. Oui. Bon, puis ça va continuer encore quelques années, je pense. Ah bah ouais, j'espère, hein. On c'est espère. l'objectif. Et sur le plan sportif et sur le plan professionnel, exactement. Bah évidemment. On est là pour parler du sport, mais aussi du double projet avec le côté entrepreneurial. Ce que je vous propose, c'est peut-être justement de vous présenter. Donc, on commence par qui ? Allez, Jade, je te laisse commencer, te présenter, nous dire qui est Jade Maréchal. Allez, j'y vais. Alors, effectivement, donc je suis Jade, j'ai 23 ans. Je suis fleurettiste comme Eva. J'habite à l'INSEP depuis maintenant 4 ans. Donc, j'ai intégré le centre d'entraînement en 2019. Et à côté de cela, du coup, j'ai fait un
un cursus scolaire assez classique puisque je suis sortie d'une école de Master 2 de marketing international et j'ai créé ma boîte de conférences ensuite pendant le Covid parce que j'ai toujours été persuadée de ce lien qui existait entre le collaborateur en entreprise et le sportif de haut niveau avec des tas de valeurs en commun. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a amenée à créer cette entreprise avec Eva par la suite. Je viens de Bordeaux et je suis la cadette d'une grande famille de 5 filles, donc c'est pour ça que je pense que j'ai été toujours drivée vers la performance. 5 filles, il n'y avait pas de garçons. Non. Mais bon, ça devait être quand même la guerre un petit peu quand même. Oui. On se tire la bourre, on va dire, et on se motive pour être toujours première dans tous les domaines. Ça a été un peu l'objectif commun à la maison durant toute mon enfance. Et avec des sœurs qui sont sportives aussi ou pas ? Il y en a une qui faisait de l'escrime, oui, donc c'est pour ça que j'ai suivi ses pas une fois qu'elle a arrêté ses études, parce qu'elle voulait pas qu'on fasse le même sport pour pas qu'on ait un esprit de compétition entre nous. Mais en revanche, voilà, on est toutes sportives, plus ou moins dans la compétition. J'avoue que j'ai pris quand même le flambeau de la compétition assez rapidement et je l'ai jamais quitté. Wow, bah merci. Écoute, moi je le dis toujours, hein, les sportives et les sportifs de haut niveau, même jeunes, je trouve que vous avez une maturité qui est impressionnante. Et puis toi en plus, on sent bien qu'il y a l'aisance, la facilité d'expression. Félicitations. Bravo. C'est gentil. Eva, je te laisse te présenter aussi. Alors pour la petite histoire, je l'ai déjà raconté quelques fois dans ce podcast-là, mais ma fille s'appelle Eva. Ouais, elle a 21 ans, donc ça va me faire bizarre de parler à une autre Eva. Tu marques un point, Eva, là. Ouais, je marque un point. On a presque le même âge en plus. Donc je m'appelle Eva, j'ai 24 ans. J'allais dire 23, mais 24 depuis pas longtemps. Et je viens d'une petite ville qui s'appelle Montbéliard et je suis rentrée à l'INSEP en septembre 2023. Donc c'est tout frais, c'était juste pour cette année olympique. Et à côté de ça, j'ai créé donc cette boîte avec Jade. Avant, quand j'étais sur Montbéliard, j'ai commencé à travailler assez tôt parce que pendant ma deuxième année de DUT, j'ai fait de l'alternance et j'ai tout de suite beaucoup plus aimé le monde professionnel, l'entreprise. J'étais dans une petite boîte en plus, donc on fait plein de choses, on se développe très vite, on apprend beaucoup et j'ai toujours préféré ça à l'école. Donc je me suis lancée direct dans le monde du travail. Après, j'ai été embauchée par le comité olympique départemental parce que quand on est en double projet, on a 2 fois moins de temps de présence pour être au travail. Donc ils me laissaient partir en stage, en compétition, etc. C'était vraiment génial. Et j'ai quitté ce boulot pour venir à l'INSEP. Et donc par la suite, on a créé, un peu en même temps et par la suite, on a créé ce projet avec Jade parce que je pense que j'ai toujours voulu entreprendre. Mes parents ont une boulangerie. Et du coup, ça fait 30 ans qu'ils ont leur boîte, qu'ils gèrent eux-mêmes leur entreprise, leur vie, tout ça. Et je crois que ça m'a toujours un peu animée. Et à côté de ça, j'ai un grand frère qui faisait de l'escrime quand il était petit. Moi, je faisais de la danse. Et je l'ai rejoint dans ce sport parce que je faisais plein de choses avec lui. J'aimais bien faire du foot aussi. Enfin, on faisait plein de choses ensemble. Et je pense que j'avais aussi envie d'aller ramener mes petites coupes et mes petites médailles comme lui à la maison. Donc voilà, je l'ai suivi et ce sport ne m'a plus quitté depuis. Alors c'est marrant, tu vois, ma petite Eva, ma petite qui a 21 ans, elle a pas suivi les pas de son frère. Pendant quelques temps, elle a fait un peu du triathlon comme papa. Ah ouais. Mais bon, voilà, chacun son truc. Quand tu étais au comité olympique départemental, c'était vraiment un emploi à temps plein ou c'était dans le cadre d'une CIP ou un autre aménagement ? J'étais considérée comme temps plein. Et après, en fait, je faisais mon boulot, mais en termes d'heures, j'étais vachement libérée. Je m'occupais en fait des services civiques, principalement. Et je faisais ça. J'essayais de gérer l'emploi du temps en parallèle. Et après aussi, mon emploi du temps sportif, en termes d'entraînement, était plus libre. Parce que, à part les soirs, je m'entraînais assez tard le soir parce que fallait coller aux horaires d'un club, en fait. Et les horaires de club, c'est plutôt le soir. Et la journée, quand il fallait que je fasse des entraînements techniques ou physiques, je m'organisais en fonction de mes horaires. Parce que c'est pas comme quand il y a un groupe de 12 personnes, 12 athlètes de haut niveau à gérer. Là, ça demande un peu plus d'organisation pour chacun. Alors que là, j'étais plus libre, en fait. Bon, il y a quand même la difficulté dans l'escrime, c'est qu'il faut l'opposition. Un boxeur, il peut toujours taper dans un punching ball. En escrime, tu es obligé d'avoir un ou une partenaire. Donc, il y a aussi cette difficulté de réussir à trouver le timing qui colle aussi pour le partenaire. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que là, c'était plus les entraînements le soir. Et après... Comme je disais, vu qu'ils me laissaient partir même en stage, etc., je pouvais venir à l'INSEP faire des séances, ce qu'ils appellent des séances partenaires, parce qu'on a des séances où on n'est qu'entre nous, le groupe de 12, et des séances qui sont ouvertes aux partenaires, donc d'autres personnes en plus viennent tirer avec nous.
Et moi je faisais partie de ces personnes. Je te propose qu'on reste un petit peu sur toi, Eva. Tu disais qu'avant, tu faisais de la danse et après, tu es passée à l'escrime. Comment est-ce que tu passes de l'un à l'autre ? Est-ce que c'est juste pour faire comme ton frère ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attirait dans l'escrime ? Surtout que c'était pas juste pour essayer, parce que maintenant, tu es en équipe de France. Ouais, je te vois plus trop danseuse, moi, là. Ouais, non. En fait, j'avais fait quelques... Elle fait pas des petits pas, non. Elle lève pas les pieds, non. Eva, elle va droit au but. Elle est pas trop gracieuse. Pas très artistique, on va dire. Mais non, j'ai fait de la danse. On avait fait un peu de kickboxing aussi. Enfin, on avait fait plusieurs trucs. Et la danse, j'y reste parce qu'après, t'as des copines. Puis après, quand t'es enfant, souvent, tu t'inscris à un truc. Si t'aimes bien, tu restes les années suivantes. Et non, je les rejoins parce que, ouais, je pense que j'avais vraiment ce truc de vouloir ramener des coupes et des médailles. Et après, t'arrives. L'escrime, c'est un sport hyper ludique. Enfin, je pense que j'étais pas faite pour les sports comme la natation ou l'athlétisme où tu te bats contre un chrono, ce genre de choses. Moi, j'aime cette opposition, j'aime les sports de combat. Sport de combat sans contact, en plus, c'est vraiment parfait pour moi. Et je sais pas, Et après, une fois que j'ai commencé la compétition, je pense que c'est ce qui m'a gardée à l'escrime. Parce que tu commences, tu gagnes, et après, c'est une addiction, hein, finalement. T'as envie toujours de refaire une compète, de regagner, de ressentir les émotions. Et quand t'es enfant, je pense qu'en grandissant, on ressent les choses différemment, mais même quand on est enfant, on adore gagner. Ouais. Certainement. Je pense que la victoire appelle d'autres victoires, mais au début, c'est pas forcément facile à enclencher. Ouais, au début, ça reste quand même le plaisir. Ouais. En fait, j'ai gagné ma première compétition et je pense que là, j'ai eu envie de rester encore plus à l'escrime. Je pense qu'avant, je le faisais pour le plaisir, pour les copains, même à la salle. Enfin, je sais pas, moi, inscrivez vos enfants dans des salles d'escrime, vous verrez, c'est trop bien, ils vont adorer. C'est un sport qui est hyper ludique, on fait plein de choses. Ça développe plein de choses aussi. Je pense que ça, par contre, la danse m'a apporté des choses en termes de coordination, pardon, et de gestes. Enfin, je pense que tous les enfants devraient faire du sport. Et ouais, le judo aussi, c'est pas mal. Pour passer du judo à l'escrime, c'est pas mal. On voit que quand on récupère les petits judokas, ils ont une petite aisance. C'est vrai que l'escrime, en plus, c'est un sport qui est complet. Outre les capacités physiques, il y a des valeurs de respect qui sont très importantes. On dit souvent qu'on est à 3 sur la piste. Il y a soi, il y a l'adversaire, mais il y a aussi l'arbitre qui a un rôle à jouer très, très important dans la victoire ou la défaite de notre match. Ouais, on est assez proche du judo, sauf que là, il y a une arme. Dans le judo, il n'y a pas d'arme, pour ainsi dire. Mais ouais, non, c'est sympa. Je reviens sur ce que tu disais, Eva, il faut inciter les enfants à faire du sport. Ouais, bien sûr, parce que tout sport, toute activité, et qu'elle soit physique ou même culturelle, faite en étant enfant, ça développe certaines capacités. Alors quand on parle d'une activité physique, ça va développer la motricité. Quand on parle d'une activité culturelle, ça va plutôt développer la motricité du cerveau, pour le coup. Mais je pense que... Je pense pas. Je suis à 200% avec vous. Et j'en ai 4. C'est primordial, je pense et on voit tout de suite les enfants qui... Enfin, c'est triste à dire, mais on voit tout de suite les enfants qui font pas de sport et les enfants qui en font. Ils sont dégourdis. Ouais, ils sont plus dégourdis, même mentalement, parce que le sport, surtout l'escrime, t'as pas mal de stratégies. Et ça se voit tout de suite, les enfants qui sont malheureusement un peu sur les écrans ou un peu enfermés, qui peuvent pas trop sortir, pas trop aller se dépenser. Donc non, inscrivez vos enfants dans des clubs, c'est génial. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes coéquipière en équipe de France. Ça veut dire quoi être coéquipière ? Est-ce que c'est vous combattez en double ou c'est chacun son tour ? Alors l'escrime, c'est un sport à 2 facettes, puisqu'il y a les épreuves individuelles où là on est seul sur la piste et on essaye de gagner des matchs avec soi-même, et le lendemain ou 2 jours après, on va tirer par équipe. Il y a 4 personnes qui composent l'équipe, donc 3 titulaires et 1 remplaçante. Donc quand on dit qu'on est en équipe de France, ça veut dire que on est parmi les 4 coéquipières à se battre sur des Coupes du Monde ou bien des championnats, et tous les 4 ans, les Jeux Olympiques. Donc on se relaie, on donne son score à l'adversaire. C'est des relais en 5 touches. Et si on a atteint les 5 touches, le match s'arrête et on donne le score à sa coéquipière. Et si le temps s'arrête avant, tant pis, on donne le score. S'il y avait 13 à 8, et on donne le score à 13 à 8 et l'autre va en 25. C'est un relais.
On tire jamais en même temps, c'est toujours un relais. En 45 touches. Bon, question qui peut paraître un peu niaise, un peu simple, mais voilà, l'idée c'est aussi de faire découvrir ce sport à nos auditrices et à nos auditeurs. Oui, complètement, c'est pas assez connu. Mais avec les jeux, il faut savoir que l'escrime, c'est le sport qui est le plus pourvoyeur de médailles à chaque Olympiade pour la France. Donc c'est vrai qu'on est bien mis en lumière lors de cette épreuve, mais voilà, c'est important d'en parler même entre les Olympiades parce que c'est, comme on l'a dit, c'est un sport intéressant. Nul doute. Moi, je fais un peu ma part parce que sans le savoir, j'avais commencé par inviter Margot Rivkis qui a fait aussi le Palatine Women Project. Une autre personne aussi, mais finalement, on diffuse pas son interview. Et puis, dans le para-escrime, j'ai eu Ludovic Lemoine, donc assez intéressant. D'ailleurs, para-escrime qui est pas forcément réservé que aux para, l'escrime fauteuil, parce que même les valides peuvent pratiquer l'escrime fauteuil. C'est ça. Exactement. Vous êtes déjà amusé à ça ou vous restez sur l'escrime valide? Moi, j'avais fait une petite compétition quand j'étais petite. On avait fait une compétition escrime fauteuil et franchement, j'avais trop aimé. J'ai vraiment adoré ça. Ouais, moi aussi, dans mon club à Bordeaux, il y avait un para-escrime, un e-sport qui faisait des entraînements régulièrement, donc ça m'arrivait. Puis ça travaille vraiment d'autres choses. Pour moi, c'est un autre sport. La main est beaucoup plus sollicitée, forcément. La distance, on peut pas en changer, ou très peu. Donc non, c'est intéressant aussi de se confronter à d'autres contraintes, d'autres obstacles. Bon, restons sur les vôtres de contraintes et d'obstacles. Oui, merci. Jade, justement, on n'a pas parlé avec toi de comment t'es venue à l'escrime et comment t'es arrivée au plus haut niveau. Alors moi, un peu comme Eva, j'ai suivi les pas de ma grande sœur pour le coup. J'ai fait mes premiers pas sur les pistes d'escrime en l'accompagnant aux entraînements de ma naissance jusqu'à mes 8-9 ans. Et elle voulait pas qu'on soit en esprit de compétition, donc j'ai dû attendre qu'elle arrête. J'ai été toujours fascinée par... Alors moi, c'était les lumières quand j'étais toute petite. J'adorais pouvoir allumer des lumières rouges et verts selon qui touchait. En fait, j'ai toujours été sincèrement attirée par l'élégance de mon sport. Je trouve que c'est un très beau sport à regarder encore aujourd'hui. Remettre la tenue, ça me fait toujours quelque chose à chaque fois. Je trouve que c'est très esthétique et beau à regarder. Et puis ensuite, j'ai appris que c'est un sport qui avait beaucoup d'histoire. Donc je suis contente et fière de représenter la France à chaque fois que je peux partir en Coupe du Monde. Cet aspect-là du sport de haut niveau me plaît aussi. Très vite, j'ai eu besoin de gagner des compétitions aussi. Donc j'ai commencé tard, mais je savais déjà me mettre en garde, je connaissais les règles. Donc à 9-10 ans, je faisais déjà mes premières compétitions alors que j'avais commencé la même année. Et j'ai gagné des compétitions départementales, puis régionales. Et c'était un peu comme Eva. J'avais envie d'y retourner et d'aller toujours chercher plus haut. Oui, tu disais tu as commencé tard parce qu'on commence l'escrime à quel âge? On peut commencer à 3 ans l'escrime. Il y a du baby escrime à 3 ans. Ouais, ça dépend. C'est de la motricité. À Bordeaux, ils font du baby escrime, mais ça se fait pas partout. Par exemple, dans mon club, on est plus à 6-7 ans. 6 ans si vraiment l'enfant est déjà un peu développé parce qu'il y a quand même une notion de sécurité. Et après, moi, pareil, j'ai commencé à 9 ans. C'est pas tard, je trouve que c'est un bon âge. Mais ça peut faire tard par rapport à... Souvent, les enfants commencent un peu avant et restent dans un sport. Donc souvent, ils commencent à 7 ans. Bon, je vais voir du coup, parce que moi je suis à Castres. Le seul club qui prenait des jeunes de 3 ans et demi, l'âge de mon petit bonhomme, c'était le judo. Et ça tombe bien, il voulait faire du judo. Donc il a commencé par le judo. Et comme tu disais, Eva, les petits judokas qui se mettent à l'escrime, on voit bien qu'ils ont certaines capacités. Donc on va voir. Peut-être un de ces quatre, il ira jusqu'à l'escrime. Exactement. Vous commencez à peu près au même âge. Vous avez à peu près le même âge. Par contre, vous n'êtes pas du tout dans la même ville. Comment est-ce que vous vous rencontrez? Alors c'est sur les circuits nationaux. Parce que donc au départ on commence avec des compétitions départementales et régionales et après on passe au national quand on est minime, donc moins de 15 ans et il y a un premier championnat de France, après en cadet aussi, junior, etc. Et on s'est un petit peu rencontrés sur les circuits nationaux. Maintenant on s'est jamais trop affrontés en compétition, donc on s'est plus rencontrés après sur les Coupes du Monde parce que après on part, quand on est cadet on part à 20 en sélection internationale européenne et en junior après on part à 12 et là des rentrées en équipe de France junior en 2018, donc c'est surtout à partir de cette période, donc presque 10 ans après notre démarrage dans l'escrime qu'on s'est vraiment rapprochés parce qu'on était dans cette même équipe dont Jade parlait tout à l'heure.
Oui, Eva, en fait, moi, je la voyais en compétition, mais Eva, c'est quelqu'un qui arrivait à être bien dans sa bulle en compétition. Donc, je la voyais un peu comme un ovni qui se mettait dans son coin de la salle, qui arrivait, qui est monté sur le podium à chaque compète. Je me disais, mais c'est fou d'arriver à être autant concentrée et centrée sur elle-même. Moi, j'allais plutôt discuter avec mes copines et je restais avec mon club. Donc, elle m'a toujours intriguée et jusqu'au jour où voilà, on a fait équipe ensemble et là, on a pu échanger des relations beaucoup plus amicales. Et qu'est-ce qui fait que justement vous êtes jamais trop affrontés sur la piste? C'est le hasard. C'est le hasard, le classement. En fait, c'est en fonction de notre classement. On se retrouve dans des poules. Ça a dû arriver dans les poules, sincèrement, 2 fois dans notre carrière. Ouais. Mais voilà, c'est très rare. C'est le tirage, en fait, qui fait qu'on tire ensemble ou pas. Et puis aussi, si tu gagnes, forcément, on se rencontre en finale. Mais quand j'étais jeune, j'arrivais pas jusque-là. Ok. Alors c'est marrant parce que tu as intégré l'INSEP beaucoup plus tôt qu'Eva, mais Ouais. quand tu étais jeune, tu étais un petit peu en dessous. Eva aurait pu l'intégrer beaucoup plus tôt aussi. Hein. Moi, j'ai fait le choix de l'intégrer. En fait, chaque année, si tu es dans les sélectionnables ou en tout cas si on t'appelle à intégrer l'INSEP, c'est toi au final qui peux faire ton choix d'y arriver ou pas, d'intégrer ou pas. Moi, c'est vrai qu'on m'a proposé en 2018 et j'étais dans un club bordelais et en fait, pour des raisons financières aussi, je devais changer de club et monter sur Paris, donc ça faisait sens pour moi. Et puis j'avais trouvé l'opportunité de m'entourer d'un club avec plus d'opposition et de tireuses performantes. Donc pour les championnats de France, c'était intéressant aussi. Donc on n'a pas choisi Non, on n'a pas le même parcours. la même carrière, ouais. Là, vous dites que vous n'êtes pas beaucoup rencontrés sur la piste quand vous étiez jeune. Est-ce que maintenant, ça pourrait arriver sur championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux Olympiques, que vous vous affrontiez en individuel et qu'après, vous soyez coéquipière en équipe? Totalement. C'est tout à fait possible. Ça nous est pas arrivé. Ça nous est arrivé au championnat d'Europe U23, pas l'année dernière, l'année d'avant. Jade en plus avait même rencontré Marion qui est en équipe aussi avec nous au tour d'avant. Et après, moi, je tirais contre Jade. Et en demi-finale, j'ai aussi tiré contre une autre de nos coéquipières. Donc vraiment, là, on s'est un peu toutes rencontrées ce jour-là et 2 jours après, on était en équipe ensemble. Bon, ça se passe comment dans ces cas-là? Bon, ça se passe bien, je pense. En fait, comme dans la vie, avec Eva, on a toujours fait on a su faire la part des choses. Après, on a une facilité aussi dans notre sport, c'est qu'on met un masque. Et c'est vrai que c'est ce qui se passe un peu sur la piste. On sait que sur la piste, il y a pas forcément d'affinité ou de je te laisse une touche. Évidemment, à un moment donné, on est là pour gagner, on est là pour se dépasser sur la piste. Ça n'empêche pas qu'on reste très très aimable et très respectueuse, mais ça c'est avec tous les adversaires. Maintenant, on sait que quand on est sur la piste, on donnera tout pour gagner et c'est ok, quoi. Je pense que ça peut être compliqué avec des adversaires qui sont pas fair-play, parce que ça peut arriver. Nous, c'est pas trop notre cas. Je pense que on est très fair-play. Quand on s'était rencontrés, moi, en tout cas, quand je tire contre d'autres Françaises, surtout, j'ai tendance à être peut-être un peu plus cool que contre des étrangères. C'est vrai que moi, j'ai peut-être un peu plus de mal avec cette part des choses. Tu vois, si je suis touchée, je m'annonce. Je vais pas rendre la touche pour autant, hein, et je vais pas moins me battre. Mais je suis 10 fois plus fair-play qu'avec peut-être des étrangères. Donc, ça facilite les relations derrière en équipe. Forcément. C'est quand même chacun pour soi, mais avec un petit peu plus de respect encore qu'avec des étrangers. Ça marche. Et donc, cette rencontre, vous combattez ensemble, dans la même équipe, vous marquez des touches, vous gagnez. Vous en êtes où, là, sur votre carrière personnelle et d'équipe en équipe de France? Parce que l'équipe de France a été sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Paris, donc ça, on sait que l'équipe de France sera au JO. Vous en êtes où dans tout ça? Ah, j'ai pas compris que tu veux que je... du coup, pour en revenir à nous avant, donc Jade et moi, en équipe jeune, on a fait beaucoup de podiums en Coupe du Monde. Et malheureusement, au championnat du monde, on perd en demi-finale et on n'a pas réussi à gagner la petite finale. Donc, on a terminé 4e. Notre dernière année de junior, c'était l'année Covid. Donc, on n'a pas fait de championnat. On avait été très bien sur les Coupes du Monde, mais on n'a pas fait de championnat. Et en U23, du coup, donc l'année dernière et l'année d'avant, on a été championne d'Europe U23 par équipe ces 2 années-là. Et là, après en senior, c'était un nouveau gap. Et moi, j'ai fait quelques fois l'équipe
Pas trop dernièrement parce que je m'étais blessée à la cheville. Mais là, il reste. Là, on part à Tbilissi dans 1 semaine et demie. Et on verra quelle sera l'équipe à ce moment-là parce qu'elle n'est pas annoncée pour l'instant. Et vous savez quand est-ce qu'elle sera annoncée? Donc là, on enregistre, on est le 8 avril. Vous savez quand est-ce que l'équipe qui combattra aux Jeux Olympiques sera annoncée? Ouais, c'est assez tard. C'est assez tard parce que je pense que vous avez entendu parler de l'histoire avec Isaura Tibus, qui est suspectée de dopage. Et donc, elle est en procédure pour être blanchie. Et son audience, je crois que ça doit être mi-mai. Et le verdict, ça serait fin mai. Donc, évidemment, Isaura, c'est la meilleure. Donc, si elle est blanchie, normalement, l'objectif, ça serait sûrement de la mettre dans l'équipe. Donc, on attend ce verdict pour avoir l'annonce officielle de l'équipe de France qui partira aux Jeux Olympiques. Donc, ça ne sera pas avant fin mai, début juin, normalement. Bon, il faut encore attendre un petit peu, mais pas relâcher la pression pour autant, parce qu'il faut continuer à faire ses preuves. C'est ça, puis rester en forme physique aussi, parce que qu'on soit dans l'équipe remplaçante ou sparring, l'idée c'est de pouvoir répondre présent à toutes les sollicitations qui vont arriver d'ici les Jeux. Et ça va arriver vite, cette petite fête de campagne qu'il y aura cet été. Là, sur votre quotidien, vous vous entraînez donc tous les jours à l'INSEP, ensemble. Alors, vous n'êtes pas... si vous êtes sparring l'une de l'autre ou pas? Oui, en fait, donc on s'entraîne bi-quotidiennement. C'est vraiment... c'est un travail d'être athlète. Donc, on a 5 à 6 heures d'entraînement par jour. Et alors, avec Eva, on ne loge pas dans la même chambre, le même appartement. C'est le seul moment où on n'est pas ensemble. On est avec... Eva, t'es avec une autre escrimeuse du sabre. Et moi, je suis avec une athlète qui fait du sprint. Donc, ça permet aussi d'avoir d'autres échanges. C'est chouette. Mais voilà, on s'entraîne du lundi au vendredi. Et puis, le week-end, très souvent, on part en compétition ou parfois en stage, comme c'était le cas la semaine dernière. Ah oui, petite question qui m'a complètement échappé, mais c'est bien que tu en parles. Tu parles du sabre. En escrime, il y a 3 armes. Vous êtes sur quelles armes? Nous, on est fleurettistes. Donc, il y a 3 armes, effectivement. L'épée, le fleuret et le sabre. La différence, c'est la zone de touche. Et nous, on touche que le buste, donc ventre et dos. C'est en fait l'arme la plus précise et qui est aussi l'arme la plus légère pour pouvoir s'entraîner. À l'époque, on s'entraînait avec le fleuret pour pouvoir aller en duel avec le sabre ou l'épée. Ouais, c'est vrai que c'est une question de touche, mais c'est aussi une question de poids, parce qu'entre un fleuret, un sabre et une épée, c'est pas tout à fait la même chose en termes de poids au bout de la main, au bout du bras. La différence est infime, mais oui, il y a quand même une différence. Mais l'épée surtout, c'est très lourd pour le coup. Parce que au bout du bras, forcément, quelques centaines de grammes en plus, ça fait vite une différence. Donc les épéistes, c'est un peu... Mais les 3 armes, c'est le même sport, ça reste de l'escrime. Maintenant, c'est très différent. On peut pas être athlète. Il y en a qui l'ont fait, mais normalement, on peut pas être athlète fleurettiste, en même temps être athlète de haut niveau à l'épée, en même temps au sabre, c'est très différent parce qu'il y a la zone de touche. Au sabre aussi, la façon de toucher. On touche avec le tranchant, donc c'est encore différent. Et les règles de priorité, par exemple, il y en a au fleuret et au sabre, et il y en a pas du tout à l'épée. À l'épée, on touche. Si les deux touchent en même temps, chacun a un point. C'est un peu plus basique, entre guillemets, et plus facile à comprendre, surtout plus télévisuel. Ouais, à la différence du para-escrime où Ludovic disait qu'il n'est pas rare de pratiquer les 3 armes. Mais bon, c'est le même sport tout en étant un autre sport. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'en para-escrime, il y a beaucoup de pratiquants des 2 armes minimum et parfois 3, oui, c'est vrai. Jade, tu disais que toi, dès le Covid, tu as lancé une première entreprise de conférences. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Alors même si tu disais un peu en intro, parce que tu voulais échanger, partager, tu avais des choses à dire, mais tu aurais pu, je sais pas, lancer un podcast, lancer un média, créer du contenu. Tu as lancé une société pour être conférencière. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors, c'est vrai que j'aurais pu faire tout ça. C'est peut-être ce qui va arriver par la suite. J'en sais rien. Non, blague à part. Pour le podcast, je peux vous filer des conseils si vous voulez. Avec plaisir. Non, blague à part, en fait, l'escrime, c'est un sport amateur. Donc, je n'ai jamais, et on n'est pas rémunéré par la fédération pour ce que l'on fait. Donc, il a fallu que je trouve rapidement des sponsors et des entreprises partenaires qui m'accompagnent sur cette aventure olympique. Et donc, je me disais, mais c'est génial, j'arrivais à trouver, à démarcher grâce à mes parents qui m'ont tout de suite appris à parler et à pitcher un projet. Mais je trouvais ça un peu injuste, quelque part, de leur demander de l'argent et en contrepartie, simplement faire de l'escrime pour eux, entre guillemets.
guillemets, ou en tout cas avoir leur logo sur mon bras. Donc j'ai commencé à intervenir en entreprise, j'avais 16 ans, simplement pour raconter le quotidien d'un athlète. Et j'ai pris énormément de plaisir en fait, et c'est pour ça que j'en ai développé une entreprise, une activité à part entière. Et là je proposais non plus simplement du témoignage de quotidien d'athlète, mais plus un réel partage de valeurs et un partage d'expériences pour servir, pour aider des personnes qui pourraient assister à cette conférence, choper 1 ou 2 conseils, parce que voilà, quand on est athlète, on a rapidement un coach mental, on fait face à des échecs quasi quotidiens quand on tente une touche et qu'on ne réussit pas. Donc je me suis dit qu'on avait de l'or entre les mains et qu'il fallait absolument en faire bénéficier tout un chacun dans la vie professionnelle. Oui, parce que rappelons-le, en France, on a un problème, je trouve, avec l'échec, avec le fait de perdre. Mais s'il y a bien une chose qui t'apprend l'humilité, c'est vraiment le sport. Parce que je connais pas un sportif ou une sportive qui a tout gagné. On a tous, à un moment ou à un autre, perdu. Même les meilleurs, ils ont à un moment perdu ou déclaré forfait ou ils se sont blessés. Donc, s'il y a bien une chose dans laquelle tu gagnes jamais, c'est le sport. C'était justement ta force de parler de ça ? Ça m'a aidé en fait, principalement la première que j'ai aidée c'est moi, à mettre des mots sur des émotions, des mots sur des sensations, parce que je suis quelqu'un qui arrive pas beaucoup, enfin j'ai du mal à gérer mes émotions. Alors, heureusement ça va mieux que quand j'ai commencé en 2016 là, fort heureusement d'ailleurs, mais ça m'a aidé de mettre des mots dessus, de partager quand on prépare un exposé ou quand on prépare une conférence, en fait ça nous amène aussi à chercher des informations, à se plonger dans la lecture, dans la science, à demander des éclaircissements auprès de personnes expertes, et donc c'est ce qui m'a aussi aidé à me développer en tant qu'athlète. Donc j'ai trouvé mon compte dans plusieurs aspects de cette activité. Bon, donc le Covid, c'était il y a 4 ans. Cette société, tu l'as créée il y a 4 ans. T'en es où avec ? Est-ce que tu l'as arrêté et puis t'es passé à l'autre projet avec Eva ? Est-ce que ça continue en parallèle ? Non, ça continue et en fait, je suis très contente parce qu'on trouve des similitudes avec Edge Unlimited, l'entreprise qu'on a créée avec Eva, et mon entreprise de conférencière. Parce qu'en fait, ce qu'on propose, c'est une formation, on va en parler, sur le long terme. Moi, ce que je propose dans ma micro-entreprise de conférence, c'est en one shot, une conférence, un partage de valeurs. Donc généralement, il y a plusieurs étapes dans la prospection. Je propose toujours une conférence, alors avec Eva maintenant ou toute seule. Et par la suite, quand les entreprises ils ont commencé à toucher à la richesse d'un sportif de haut niveau, très vite, j'ai cette demande, voilà, on aimerait pouvoir continuer avec toi, comment on pourrait te suivre, comment on pourrait continuer à engager des événements entre collaborateurs et toi, parce qu'on trouve qu'il y a un vrai parallèle qui se fait, ils s'en rendent compte par eux-mêmes, et donc naturellement, on vient leur proposer cette solution de formation sur le long terme, parce qu'on voit que ça match, et on voit que ça permet d'engager des collaborateurs sur la question du sport par un autre biais, qui leur permet de grandir dans leur projet professionnel, mais aussi et surtout personnel. Wow. Jade, je vais te donner la parole peut-être pour parler justement de Edge Unlimited. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est le jeu de mots. Edge, donc aller vers le haut, toujours plus haut, et puis EJ comme Eva et Jade. Bravo les filles. Bravo. On va t'engager comme speaker d'Edge Unlimited. Oula. Non, c'est ça, on a appelé cette entreprise Edge Unlimited pour Eva et Jade Unlimited parce que voilà, on sait que c'est un projet qui est sans limite, finalement. C'est Jade, initialement, qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille avec ces conférences et même un peu avec cette idée qu'on a bien rechangé depuis. Mais voilà, en fait, on propose une formation en ligne où on fait intervenir 10 grands champions sur 10 thématiques différentes. On va avoir l'équipe de vie, la gestion du stress dont on a parlé, la gestion de l'échec, l'adaptabilité, 10 valeurs hyper importantes qui font la réussite de la carrière des champions, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau, il y a des champions, il y a des gens qui sont parfois freinés dans la carrière professionnelle plus normale, on va dire, ça arrive aussi de pas réussir à gravir des échelons qu'on ambitionne parce que on n'arrive pas à gérer notre stress, parce que aussi on n'arrive plus à se trouver d'équilibre de vie, on est trop à fond dans le boulot et on perd tout le reste à côté et on fait des burn-out, etc. Ça arrive aussi aux athlètes et on voulait vraiment partager toute cette richesse parce que nous on a aussi la chance d'être accompagnés, comme le disait Jazz, on va avoir des coachs, des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux, on a moyen de s'entourer et des psychologues aussi, et c'est pas forcément le cas dans la vie d'un collaborateur en entreprise. Donc on s'est dit allez, on va transmettre ces valeurs dans une formation clé en main de 10 heures
et faire intervenir 10 champions de 10 sports différents, des hommes, des femmes, des gens qui sont déjà en reconversion professionnelle, des gens qui sont encore en carrière, pour avoir vraiment absolument tout l'environnement sportif. Et en plus de ça, Jade et moi, on propose une conférence au départ pour lancer la formation, un genre de briefing. Et après, une fois que la formation est finie, on propose un débriefing. Donc, on revient à nouveau avec Jade en entreprise pour parler, échanger directement, avoir les questions, pouvoir répondre à toutes les interrogations des collaborateurs. Et après, petite cerise sur le gâteau, si ils ont particulièrement apprécié un des 10 athlètes ou une thématique en particulier, ils peuvent demander d'avoir l'athlète sur une conférence. Donc on retourne sur cet épisode un peu one-shot avec une grosse conférence et nous-mêmes on organise un peu cet événement, ce team building. Ouais, Eva, elle a vraiment tout dit et je terminerai juste par peut-être redire notre slogan qui nous définit bien. Nous, ce qu'on cherche avec Edge, c'est la performance professionnelle grâce à l'expérience des champions. Et on en est persuadé et on veut aussi également surfer sur cette vague de Paris 2024. Tout le monde s'intéresse au sport, tout le monde entend parler du sport. Et ben pourquoi pas participer à cet événement d'une autre manière, d'une autre façon pour permettre d'être performant dans son quotidien. C'est aussi un héritage, je pense, avec les Jeux, même post-Jeux. On parle beaucoup d'héritage après Jeux Olympiques et je pense que ça en fait partie parce que là, on a la chance d'avoir la lumière sur le sport et comme on dit, le sport apporte tellement de choses. Tu le disais tout à l'heure, ça nous apporte une certaine maturité aussi. Et même pour les enfants, quand tu parlais de gestion de l'échec, l'enfant grandit avec la frustration, l'échec. C'est aussi pour ça que c'est très important de mettre les enfants au sport, comprendre que l'échec, c'est normal. C'est même positif. C'est dur à comprendre à la base, mais c'est hyper positif l'échec parce que ça nous permet de voir tout de suite ce qui va pas. Ça nous permet de rebondir hyper fort et de passer... des fois, on passe une marche après l'autre et hop, un échec, en fait, bam, après, on passe 10 marches d'un coup. Ça nous permet d'accélérer notre progression aussi. Et toutes ces notions qui sont pas naturelles, qui sont pas ancrées en nous, dans notre société de manière générale, nous, en fait, on s'est dit, on va pouvoir les transmettre d'une façon hyper qualitative. Je vais pas dire ludique parce que c'est peut-être pas le mot non plus, mais dynamique et engageante et inspirante aussi, parce qu'on s'inspire beaucoup de personnalités, d'athlètes, et c'est aussi pour moi au départ ce qui m'a fait croire très fort en ce projet, c'est que comme Jade le disait, on rend un petit peu à nos sponsors en allant voir les collaborateurs et tout le monde est toujours hyper inspiré. On a toujours l'impression on arrive là-bas, on est Beyoncé, quoi. On arrive, on est un petit peu les stars de l'événement et ils sont toujours très impressionnés par ce qu'on fait et nous, on s'en rend pas compte parce qu'on est entouré d'autres sportifs. Pour nous, c'est la vie normale. Alors qu'en fait, non, on arrive à faire des choses un peu plus exceptionnelles, mais c'est grâce aux valeurs qu'on développe et notre entraînement qui fait qu'on progresse chaque jour. Waouh, tout est dit. Juste pour finir sur l'échec, moi je dis toujours à mes enfants, c'est en tombant qu'on apprend à se relever. C'est aussi une des vertus de l'échec. Parce que l'échec a des vertus, comme tu l'as dit, c'est d'apprendre. Et puis d'apprendre à passer d'une marche à 10 marches d'un coup. C'est exactement ce que dit Quentin Fillon-Maillet. Il intervient sur la gestion de l'échec dans notre formation. Et cette histoire d'échelle, lui, l'image comme une échelle, que plus on va haut sur son échelle, plus on souhaite accéder à de plus grands objectifs. Et parfois, il faut accepter de redescendre d'une ou deux marches pour pouvoir mieux remonter derrière. Et pourtant, c'est Quentin Fillon-Maillet qui nous dit, c'est-à-dire que c'est l'athlète quand même qui a 5 médailles d'or aux précédents Jeux Olympiques. 5 médailles sur les derniers Jeux, ouais. Voilà. Et pourtant, il dit que pas d'échec, pas de médaille, quoi. Il nous l'explique bien. Pas de bras, pas de chocolat, pas d'échec, pas de médaille. Voilà. Ça sonne moins bien. Faut trouver une rime, les filles. Du coup, Edge Unlimited s'adresse uniquement aux entreprises ou vous ambitionnez aussi d'ouvrir le programme à des particuliers, par exemple, qui pourraient avoir besoin d'être inspirés. Alors peut-être un programme plus light parce que conférence de briefing, formation, conférence de débriefing et reconférence, voilà, ça s'adresse peut-être pas forcément à des particuliers, mais une version un petit peu plus light, plus allégée, mais tout aussi inspirante. En fait, on voulait aussi à la base partir sur les entreprises et en même temps sur les écoles. C'est juste qu'on n'a pas forcément... le temps de faire les deux, mais on voulait aussi aller sur les écoles supérieures parce qu'on s'est dit ces soft skills, donc on veut transmettre, ils sont hyper importants, que ce soit en études ou dans le milieu professionnel. Donc en études, ils auraient pu s'en servir à ce moment-là et arriver sur le marché du travail en ayant déjà développé ces soft skills-là. Donc on s'était dit c'est hyper intéressant. Maintenant, c'est vrai que vu qu'on est, comme tu le disais tout à l'heure, en double projet, notre temps nous est vraiment compté. Les journées ne font que 24 heures et on n'arrive pas à tout caler. Donc on s'est concentré sur les entreprises pour l'instant, mais
on développe, ce soir on a une réunion d'ailleurs pour développer la partie particulier directement. Voilà, puis on s'agrandit aussi, on va peut-être agrandir l'équipe prochainement, donc c'est chouette aussi, on va pouvoir toucher ces autres sujets qui sont très intéressants. On va faire cette offre pour particuliers, et comme tu le disais, c'est une offre plus light, un peu plus clé en main, un peu plus courte, voilà, où il y a moins d'étapes finalement, mais on peut retenir quand même le plus important. Jade, tu l'as dit tout à l'heure, l'escrime est un sport amateur, comme beaucoup de sports, même des sports olympiques. Il est rare pour beaucoup d'être payé pour pratiquer son sport. Souvent, ce qui paye, c'est les contrats d'image. Quand on pense aux sportifs français, on pense à du Teddy Riner, on pense à Tony Parker, on pourrait penser à plein de noms, notamment dans l'escrime. Souvent, ce qui paye, effectivement, c'est les sponsors, c'est les partenaires, mais c'est pas la fédération, c'est pas le club, c'est pas un employeur qui te paye pour aller faire du sport. Pas toujours. Vous, votre double projet, ça vous permet justement de pouvoir vivre de et par votre sport? Alors, donc, on n'est pas logé à la même enseigne pour tous les sports, et même dans un sport, selon les clubs, effectivement. Moi, j'ai la chance d'être à BLR 92, donc un club parisien, et donc j'arrive à minima faire opération zéro, on va dire, et à même pouvoir me dégager un petit salaire. Mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça qu'on s'entoure de partenaires, de sponsors, et heureusement, il y a des dispositifs comme le pack de performance, l'ANS, qui nous aident beaucoup si on sait les activer. Donc l'ANS, l'Agence nationale du sport. Tout à fait. Mais derrière, il nous faut un double projet. Et ça, c'est un requis maintenant si on veut faire du sport de haut niveau amateur. Et d'ailleurs, c'est une demande quand on intègre l'INSEP de réfléchir, d'avoir un double projet à minima scolaire puis professionnel si on a terminé les études. Donc notre projet avec Eva, c'est clairement ce qui nous anime pour pouvoir réussir à gagner notre vie en parallèle de la pratique du sport de haut niveau. Donc là, on est dans la phase de développement, c'est le début. Donc on est dans l'investissement plutôt pour le moment, et on espère que rapidement, ça pourra constituer notre activité professionnelle à part entière. C'est l'objectif de toute façon. C'est vrai qu'on a besoin... Moi, par exemple, dans mon club, il n'y a pas du tout de salaire, et ils ne me remboursent pas forcément mes déplacements. Donc, c'est les sponsors qui payent du coup mes déplacements. Je ne paye pas non plus de mon argent personnel. Mais après, moi, j'ai la chance entre guillemets, d'avoir déjà travaillé. Donc, j'ai pu bénéficier du chômage pendant un temps. Et c'est avec ça, en fait, que je vivais. Après, c'est vrai qu'ici, une fois qu'on paye l'INSEP, on est nourri, logé, donc on n'a pas trop de frais, et on les limite en fait, tout simplement. On n'est pas les sportives qui roulent sur l'or, qui vont au resto, qui s'achètent un max de choses. C'est réservé à une petite élite finalement. Et c'est vrai qu'on a souvent cette image en France, tu es athlète de haut niveau, tu dois avoir plein d'argent. Oula, non, pas du tout. Ouais. C'est le contraire. T'es blindé. Les sportifs de niveau, c'est pas ceux qui restent les pieds au bord de la piscine à attendre que les bifetons y tombent, puis de temps en temps ils vont en compétition, c'est pas ça, non? Non. Étrangement, c'est pas ça. Ah mince, non, mais plus sérieusement, c'est justement l'essence même de ce podcast, c'est de savoir comment est-ce qu'on construit une carrière de sportif de niveau, et comment quels sont les mécanismes que certaines et certains mettent en place pour lutter contre cette précarité du sportif de haut niveau qui... malheureusement dans l'esprit collectif est quelqu'un ou quelqu'une de bien loti, et puis de toute façon il passe sa journée à faire du sport, à faire sa passion. Voilà. C'est ça. Moi je pense qu'on est tous un sportif de haut niveau maintenant, il est chef d'entreprise. On est tous des mini entrepreneurs de notre propre entreprise, parce qu'on doit pitcher un projet, démarcher des sponsors, communiquer sur sa carrière, gérer aussi un budget. Donc on a cette capacité d'ailleurs qu'on développe plus rapidement que certaines personnes, mais en tout cas oui, aujourd'hui l'enjeu il est grand. Dès que tu veux faire du haut niveau, t'as un coût associé, et forcément tu dois le gérer tout seul, donc t'entourer des personnes qui peuvent t'aider à financer ce projet. J'ai une question signature dans le podcast. Alors là vous êtes deux, donc vous allez toutes les deux y passer, mais il y en aura une qui aura le temps de réfléchir avant l'autre. Juste avant que je pose la question, qui va répondre en premier? Dites-moi. Vas-y, j'y vais. Ok. Si on pouvait être dans un monde un peu spécial, un peu parallèle, et si Jade, tu pouvais te projeter à côté de la Jade de 2018, avant que tu intègres l'INSEP, et qu'elle sache exactement qui tu es, quelle vie tu vas avoir après entre 2018 et 2024, qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait de toi? Qu'est-ce qu'elle te dirait, et qu'est-ce qu'elle dirait de toi en te voyant? Je pense qu'elle dirait deux choses. Elle dirait de ne jamais oublier la passion,
ça m'a un peu quitté de temps en temps ces dernières saisons, d'être souvent drivée par la performance et les résultats. T'en oublies le jeu. Quelqu'un m'a dit un jour, tu vises les Jeux Olympiques, ce sont des jeux en fait. Et très souvent, on oublie qu'il faut tendre des pièges à l'adversaire, jouer sur la piste, avoir ce petit sourire sous le masque. Donc j'ai un peu oublié ça et ça m'a fait plaisir ces derniers temps de le retrouver. Donc voilà, je lui dirais de ne jamais oublier cet aspect-là et en fait ce pourquoi elle a commencé le sport. Et puis aussi de rester loyale envers ses convictions et ses volontés. Voilà, souvent dans le monde du sport de haut niveau, parfois on écoute un peu trop ce qu'ont à dire les autres. Et moi, j'en faisais partie. Et je pense qu'à certains moments, j'aurais préféré suivre ce qu'il y avait dans ma tête, mes envies, mes besoins, et voilà, rester fidèle à ce que je suis. Et finalement, un athlète, s'il est performant quand il se révèle lui-même et qu'il révèle son caractère à 100%. Donc voilà, franchement, reste fidèle à tes choix et tes convictions et garde de la passion, c'est ce petit feu qui t'a poussé à faire de l'escrime un jour. Merci. Et puis Eva, même question, mais allez, on va remonter plus loin pour toi. Ce moment où tu découvres l'escrime à 8-9 ans, qu'est-ce que la petite Eva de 8-9 ans, elle pourrait te dire en te voyant maintenant ? Mais franchement, j'ai eu le temps de réfléchir pourtant, mais en fait, j'ai l'impression que, à part avoir pris en maturité, j'ai l'impression que je suis toujours restée un peu sur ma ligne directrice. J'ai pas l'impression d'être quelqu'un qui a vraiment changé. C'est aussi pour ça donc, que j'avais intégré l'INSEP plus tard. J'ai gardé mes convictions personnelles. Donc, je pense que la jeune Eva tirait juste à celle d'aujourd'hui. Bravo, t'es restée fidèle à ce que tu voulais, même quand c'était difficile. Et si c'était l'inverse, c'était moi qui parlais peut-être pas à la jeune Eva de 9 ans, parce que pour le coup, j'étais très jeune. Enfin, je lui dirais de prendre du plaisir et de rester dans l'escrime, surtout ne quitte pas ce sport. Et après, je dirais juste, aie confiance, ça va marcher. Eh ben, écoutez les filles, merci beaucoup. C'était un super moment. Pour finir, où est-ce qu'on vous retrouve, où est-ce qu'on vous suit, où est-ce qu'on vous encourage, où est-ce qu'on sollicite Edge Unlimited si on a besoin de vous pour inspirer nos équipes ? Alors, Instagram, on a un super feed, donc allez faire un tour, on détaille pas mal ce qu'on fait. Et LinkedIn pour nous contacter directement, pour prendre rendez-vous. C'est par là nos deux canaux de communication pour Edge Unlimited. Exactement, prendre contact, nous suivre, même si vous avez des questions ou simplement commenter. Voilà, évidemment, on commente, on partage, tout ça, c'est la base. Mais simplement, voilà, pour nous suivre, même en tant qu'athlète, Edge, c'est Eva et Jade avant tout aussi, donc c'est une manière de nous suivre même dans le sport. Donc voilà où vous pouvez nous retrouver. Super. Bon, puis on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'était quand même en filigrane. Le Palatine Women Project, vous êtes mentoré, vous êtes accéléré par ce programme. Donc, si on veut retrouver, on scrute le prochain passage de flambeau, le passage de la promotion 3 à la promotion 4, qui aura lieu en février 2025. Ouais, c'est ça. Ouais, j'espère qu'on pourra y être cette fois-ci, parce que là, on n'a pas pu être pour le passage de la promotion 2 à la promotion 3. On aurait aimé faire notre retour d'expérience en live, vu qu'on l'a fait en vidéo, mais on aurait voulu le faire en live pour partager un petit peu cette année un petit peu spéciale avec le Palatine, cette année qu'on a passée, cette année mentorée. Donc, mais on reste une grande famille, là, on est dans ce fameux groupe WhatsApp avec toutes les promos réunies. Tous les jours on communique. Tous les jours on communique, franchement la Palatine c'est une fois pour toute la vie. Et la prochaine vidéo c'est nous je crois. La prochaine vidéo qui sort, parce que la dernière je crois que c'était Coralie Gassama. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir sa vidéo sur LinkedIn par rapport à vidéo qui a été créée par la Palatine Women Project pour résumer son projet et son accompagnement avec la Palatine. Et je crois que la prochaine vidéo qui sort en avril, ça doit être sur notre projet. Donc, n'hésitez pas à checker. Je relayerai ça dans les notes de l'épisode, aussi les contacts pour suivre Edge Unlimited et puis vos réseaux personnels. Et puis, Coralie était passée aussi dans le podcast. On avait même fait un live sur LinkedIn avec elle pour parler justement alors pas du double projet, mais de son passé de sportif de haut niveau et de son projet entrepreneurial. Ok, top. Merci beaucoup les filles, bonne continuation, tenez bon jusqu'à l'annonce de l'équipe qui partira au jeu, enfin qui partira, ce sera pas très loin pour vous entre l'INSEP et puis... non, ça va, ça ne devrait pas avoir trop de décalage. Allez, à bientôt, bonne continuation. Merci beaucoup, merci, à bientôt, salut. Ciao. Alors on est d'accord, chaque athlète a une histoire unique, comme tous les athlètes que vous avez pu entendre sur ce podcast jusqu'à présent. Et d'ailleurs, il n'y a pas
que des athlètes, il y a aussi celles et ceux qui font le sport, il y a aussi des entrepreneurs, des experts business qui viennent nous parler de leur vision, de comment est-ce qu'on peut construire une carrière de sportif de haut niveau ou accompagner. Justement, on a écrit le livre dans les vestiaires qui s'appelle Secret de champion. Avec Amazon, vous pouvez le faire imprimer et le recevoir directement chez vous. Sur le site, ce sera de la version électronique. Tout ça pour dire que le média dans les vestiaires œuvre pour soutenir les sportives et les sportifs de haut niveau, pour les aider à construire leur carrière et pour atteindre le plus haut niveau. Qui sait, peut-être on retrouvera une bannière dans les vestiaires sur les podiums des Jeux Olympiques. En tout cas, n'hésitez pas à venir échanger avec nos invités sur leurs réseaux sociaux. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et puis, chaque euro compte. On a besoin de vous. 100% des dons sont directement reversés aux sportives et sportifs de haut niveau invités sur le podcast Dans les vestiaires. Notre objectif, c'est de mettre en lumière ces héros du sport et ils ont besoin de votre soutien. Le plus simple, c'est encore de partager leurs histoires et de les aider à briller sur la scène internationale. Et ainsi, tout le monde fera un petit peu partie de cette superbe aventure sportive et philanthropique. Partagez leurs épisodes, ça nous aide et surtout ça les aide. Allez, sportez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!